Après avoir défini ce qu'est une fonction de classe C2, on va avoir un résultat fondamental qui s'appelle le théorème de Schwartz et qui va sans doute souvent nous simplifier les calculs, puisqu'il affirme que quand j'ai une fonction de classe C2 sur un ouvert oméga includant Rp à valeur réelle, alors les dérivées partielles d'ordre de croisée d rond IJF égale d rond JIF sur oméga. Ce qui parfois nous fait un petit peu perdre le sens de est-ce que je dérive d'abord par rapport à la première la JM variable puis la IM ou la IM puis la JM. De toute façon, si le théorème de Schwartz, si les hypothèses du théorème de Schwartz sont vraies, c'est-à-dire si la fonction est de classe C2, on obtiendra la même chose. Ce qui d'ailleurs, dans le changement de variable en coordonnées polaires et les expressions des dérivées partielles d'ordre 2 qu'on a vu dans l'exemple précédent, simplifiera un peu les choses. Alors la démonstration n'est pas très simple, on va la faire ici. Donc on prend A dans oméga, comme, c'est pas A qui est un ouvert, c'est oméga qui est un ouvert, comme oméga est un ouvert de Rp, il existe une boule centrée en A qui soit entièrement incluse dans oméga. Je munis Rp de la norme infinie, j'aurais pu le faire avec une autre norme, et j'appelle E1EP la base canonique de Rp. Et je vais définir une quantité que je vais appeler CIJ de R pour R entre 0 et ρ, pour que A plus REI plus REJ soit dans grand oméga, puisque la distance entre A plus REI plus REJ et A, bah c'est en fait R. Ici aussi, A plus REI est distant de A de R, et A plus REJ est distant de A de R. Donc, je vais définir CIJ de R, qui est cette quantité-là, F de A plus REI plus REJ plus moins F de A plus REI moins F de A plus REJ plus F de A. Et je vais essayer de voir que grâce à cette quantité CIJ, faire apparaître une limite qui fera apparaître la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à la IM et JM variable. Et comme les CIJ sont des quantités qui sont symétriques en I et J, eh bien en écrivant que si CIJ vaut CJ, j'arriverai à conclure. Alors l'idée, ça va être d'écrire que F de A plus REI plus REJ moins F de A plus REI, on voit que toutes les coordonnées sont les mêmes sauf la JM. Donc je peux l'écrire comme l'intégrale entre 0 et R de la dérivée par rapport à la JM variable de A plus REI plus TEJ dt. Pourquoi? Parce qu'une primitive de cette quantité-là, ce serait simplement la fonction qui a t donne F de A plus REI plus TEJ à prendre entre 0 et R, ce qui donnerait bien cette quantité-là. De même pour F de A plus REJ moins F de A, que je peux écrire comme étant F de A plus TEJ moins à prendre entre t égale 0 et t égale r. Donc je l'écris comme l'intégrale de la dérivée de la fonction qui a t donne f de a plus TEJ, qui est donc l'intégrale entre 0 et r de d rond jf en a plus TEJ dt. Et donc mon CIJ, en regroupant ces deux termes-là, ça me fait l'intégrale, et par linéarité d'intégrale, ça fait l'intégrale entre 0 et r de d rond j de f de a plus REI plus TEJ, moins d rond f de a plus TEJ. Et ici, dans cette quantité-là, je vois que c'est d rond jf en a plus SEI plus TEJ pour S à prendre entre 0 et R. Donc là encore, je peux l'écrire comme l'intégrale de la dérivée de cette application, de la dérivée de l'application qui a S donne d rond JF en A plus SEI plus TEJ. Mais cette dérivée-là, ce serait la dérivée partielle par rapport à JM variable puis IM variable en A plus SEI plus TEJ ds. Et donc j'écris CIJ comme une intégrale de t allant de 0 à R de l'intégrale de S allant de 0 à R de cette quantité-là, ds dt. Alors je ne vais pas utiliser les mots sur les intégrales doubles, mais ici on n'en a pas besoin. Là, à t fixé, j'ai une intégrale qui dépend de S. Le résultat dépend donc de t, et je peux l'intégrer ensuite. Je vais diviser par R au carré. En divisant par R au carré, j'obtiens 1 sur R carré CIJ de R égale la même quantité qu'on avait là. Et je me dis que quand R va tendre vers 0, les S et les T vont se rapprocher de 0, et ça risque de se rapprocher de D2IJ de F de A. Or, si j'ai une constante indépendante de S et de T, que je l'intègre pour entre 0 et R, je vais avoir un R carré. Donc autrement dit, 1 sur R carré CIJ de R moins D2IJF en A vaut 1 sur R carré fois l'intégrale double de D2IJF de A plus SEI plus TEJ moins D2IJ de F de A ds dt. Et là, c'est là que je vais utiliser la continuité de l'application D2IJ de F en A, qui va permettre de conclure. Alors c'est un peu la même chose que pour montrer qu'une fonction de classe C1 admettait un développement limité à l'ordre 1, qu'on reverra aussi pour le développement limité à l'ordre 2 d'une fonction de classe C2. Pour tout epsilon, il existe un delta tel que si la norme de V est plus petite que delta, le module de D2IJ f de A plus V moins D2IJ de f de A est plus petit que epsilon. Et je suppose que R est plus petit à la fois que ρ et que delta. Mais à ce moment-là, quel que soit ST dans 0R, la norme infinie de SEI plus TEJ est inférieure ou égale au maximum, qui vaut en fait le maximum entre S et T, est plus petit que delta.
Et donc, sur tout le domaine où j'intègre, cette quantité-là sera plus petite que epsilon. Donc le module de la différence, par inégalité sur les intégrales, c'est plus petit que 1 sur r carré fois l'intégrale du module de l'intégrale de 0 à r de l'intégrale de 0 à r du module, sauf que cette quantité-là étant plus petite que epsilon, c'est plus petit que 1 sur r au carré fois r au carré epsilon, et donc c'est plus petit que epsilon. Ce qui démontre bien que 1 sur r carré CIJ de r va tendre vers D2IJ de f en A. Mais comme CIJ de r vaut CJI de r, 1 sur r carré CIJ de r vaut 1 sur r carré CJI de r, et en passant la limite quand r tend vers 0, j'obtiens bien que D2IJ de f en A vaut D2JI de f en A, et j'ai prouvé le théorème de Schwarz. Alors attention, le théorème de Schwarz, si les hypothèses ne sont plus vérifiées, il se peut que le résultat devienne faux, c'est-à-dire que si je peux trouver des fonctions qui admettent des dérivées partielles d'ordre 2, mais telles que les dérivées partielles croisées ne soient pas égales, évidemment dans le cas d'une fonction qui ne serait pas de classe C2. Alors je prends un exemple, qui est la fonction qui a xy donne xy fois x2 moins y2 sur x2 plus y2 si xy différent de 0, 0 et 0 sinon. Je m'interroge sur la régularité de f. Alors f est un quotient de fonction polynomiale dont le dénominateur ne s'annule pas sur R2 privé de 0, donc elle est de classe C2 là-dessus. Je peux calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et la dérivée partielle par rapport à la première variable, les dérivées partielles d'ordre 1 par rapport à la première et à la deuxième variable, qui donnent ces quantités-là après calcul. Si je m'interroge sur la dérivée partielle par rapport à la première variable en 0, 0, je regarde l'application partielle f de x0. À cause de ce y en facteur, c'est une application qui est constante nulle, donc d1f en 0, 0 vaut 0. De même pour la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable en 0, 0 qui vaut 0. Maintenant, je vais m'intéresser au caractère C1 de f, qui donc consiste à regarder la continuité des applications D1f et D2f. Alors, je vais le faire que pour D1f, parce que pour D2f, ce serait assez analogue, puisque x, y jouent presque des rôles symétriques, à un signe près, qui aura son importance pour les dérivées partielles d'ordre 2. Mais pour la continuité de l'application de dérivée partielle D1f, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il s'agit de montrer que D1f de xy tend quand le couple xy tend vers 0, 0, vers D1f en 0, 0, c'est-à-dire 0. Et pour ce faire, je vais utiliser un théorème d'encadrement. Je vais majorer le module de D1f de xy. Le module d'une fraction, c'est la fraction des modules. Et je majore le module d'une somme par la somme des modules. Donc par inégalité triangulaire, donc juste le moins devient un plus, et j'ai des modules qui apparaissent partout. Et là, je vois qu'au dénominateur, j'ai x2 plus y2 au carré, qui est donc la norme de xy au carré, qui est au carré puissance 4. Sauf que ici, je vois qu'en majorant valeur absolue de x par la norme de xy et la valeur absolue de y par la norme de xy, j'arrive à majorer par 6 fois la norme de xy à la puissance 5. Et donc la dérivée partielle d'ordre 1 est plus petite que 6 fois la norme de xy. Sauf que cette quantité-là, quand xy tend vers 0, 0, ça tend vers 0. Et donc par encadrement, d1f en xy tend vers 0, qui est bien d1f en 0, 0. Et donc, d1f est continu en 0, 0. Ce que j'ai fait pour D1f est vrai pour D2f, et donc f est bien de classe C1 sur R2. En particulier, elle est continue. Y a-t-il caractère C2? D'abord, avant le caractère C2, je vais essayer de voir s'il y a des dérivées partielles d'ordre 2 en 0, 0. Je sais qu'il y a des dérivées partielles d'ordre 2 ailleurs qu'en 0, 0. Et pour les dérivées partielles en 0, 0, je regarde les applications partielles. Or, l'application qui donne D1f en x0 est constante nulle, ce qui permet de dériver en 0 cette application-là, ce qui me donne que D211f en 0, 0 vaut 0. L'application dérivée partielle par rapport à la première variable en 0y vaut moins y, ce qui me donne que la dérivée partielle par rapport à la première et deuxième variable en 0, 0 vaut moins 1. Mais par contre, comme D2f en x0 vaut x, quand je dérive ça par rapport à x, ça me donne 1. Et puis pour la dérivée partielle 2 fois par rapport à la deuxième variable, j'obtiens 0. Mais comme la dérivée partielle par rapport à 1, 2 de f et la dérivée partielle 2, 1 de f ne sont pas les mêmes, puisque j'ai 1 et moins 1, le théorème de Schwarz, ou plutôt sa contraposée, permet d'affirmer que f n'est pas de classe C2 sur R2, puisque ici la conclusion du théorème de Schwarz n'est pas vraie, donc elle n'est pas de classe C2 sur R2. Alors comme elle est déjà de classe C2 sur R2 privé de 0, 0, ça veut dire qu'il y a un problème pour au moins l'une des applications dérivées partielles d'ordre 2 en 0, 0. Et donc j'ai bien un exemple de fonction qui est de classe C1 sur R2, qui admet des dérivées partielles en tout point de R2, mais qui n'est pas C2, et qui donc ne vérifie pas la conclusion du théorème de Schwarz.